Convoi de femmes est un des grands chefs-d'œuvre de Wellman, et un film qui est très typique, très personnel, mais très typique de ses qualités. Alors, ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas lui qui a l'idée du sujet. Wellman, dans la carrière de Wellman, ce qui est pas si courant que ça à Hollywood, il y a plusieurs films dont il aura l'initiative. C'est lui qui va trouver et même acheter The Oxbow Incident pour le faire. C'est lui qui amènera à John Wayne Island in the Sky. Là, c'est lui qui aura l'idée d'adapter le livre de Ernie Pyle et de faire The Story of G.I. Joe. Alors, je veux dire, par exemple, contrairement à George Cukor, qui n'a jamais été au départ d'un film, et on lui a toujours amené un projet qui était un scénario, un projet, des acteurs. Wellman va faire démarrer un certain nombre de projets. Celui-là a été initié par Frank Capra. Mais Frank Capra est arrivé à un moment de sa carrière où il est un peu, je pense, découragé. Il y a un ressort qui s'est cassé après l'insuccès très immérité de La vie est belle. Et quand j'avais rencontré Henry Hathaway, il me disait que c'était même l'exemple même du metteur en scène qui continuait à prétendre qu'il voulait tourner, mais qui, à partir d'un moment, au fond de lui-même, ne voulait plus tourner. En tous les cas, il ne cherchait plus. Il se remettait plus en question. Et le sujet qu'a écrit Capra, il va le donner. Alors, je crois que certains historiens disent qu'il le donne directement à Wellman, qu'il amène à Wellman en disant j'aurais pas la force de le faire. Et Wellman va immédiatement voit là l'occasion de faire un film qui sort de l'ordinaire et qui recoupe beaucoup de ses préoccupations, comme tout un certain nombre de films, par exemple Les Forçats de la Gloire, Story of G.I. Joe, ou comme ce très très bon film méconnu qui est Island in the Sky, Aventure dans le Grand Nord. C'est une histoire centrée autour d'un groupe de gens, une collectivité. Et Wellman est un des cinéastes, avec Ford, sans doute, qui a mis le plus l'accent sur la collectivité, le personnage principal faisant juste partie, étant un peu au-dessus, mais n'étant très rarement élevé au statut de héros. En tous les cas, de décideur absolu. Il est au service de la communauté. Et en cela, Ford et Wellman cassent un des canons un peu du film hollywoodien qui a souvent été l'apologie de l'individualisme. Or, de très 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 nombreux films de Wellman, et je pense aussi à Wings, je pense aussi à un certain nombre de ses films pré-codes, Heroes for Sale ou des choses comme ça, sont au contraire des films sur des groupes de personnes. Là. Manny Farber disait que c'était souvent l'histoire de héros qui étaient assis à ne rien faire. Ce qui était une phrase assez amusante, qui n'est pas toujours vraie, mais qui correspond à ça. Même quand il fait un western en principe traditionnel, comme La ville abandonnée, bien, Gregory Peck ne sort pas comme le héros habituel d'un western. Il est un peu sur le même plan que tous les autres protagonistes, voire même que l'héroïne que joue Anne Baxter. Et là, ça c'est flagrant dans ce film. Là, le groupe tout ce groupe de personnes, et autre originalité du film, le fait que ces personnes soient des femmes. D'une certaine manière, Wellman prolonge un thème qui avait été abordé à l'époque du muet par Sjöström avec Le Vent, c'est-à-dire les femmes qu'on emmenait dans l'Ouest, qui a été très rarement abordée. La plupart du temps, les femmes sont là, dans beaucoup de films, et servent d'intérêt plus ou moins décoratif, plus ou moins justifié, mais leur arrivée dans l'Ouest, le fait qu'elles aient choisi d'y être
parfois de se sentir exclue et devenir folle, comme le cas du vent de Sjöström, ou de vouloir y aller pour trouver un mari, c'est un thème qui est peu abordé. Il y a quelques films qui montrent que parfois les ranchers partaient à la recherche d'une épouse. Ils allaient acheter ou trouver une épouse à l'extérieur. Quelquefois, ils la commandaient, comme dans le film de Burt Kennedy, Mail Order Bride. Hein, ils font venir une épouse qu'ils ont vue sur un catalogue de petites annonces. Ou alors, ils vont s'en chercher dans une région civilisée. C'est le cas du rancher, du cattle baron des Furies, là, qui va se trouver, qui va revenir avec une nouvelle épouse, qui provoque un drame avec sa fille, avec Barbara Stanwyck. Mais là, tout le film est centré sur ce groupe de femmes qui doit gagner une vallée en traversant un territoire très, très hostile, et pour changer de vie, trouver un mari. Donc, thème très inhabituel et approche inhabituelle. Wellman fait partie des metteurs en scène un peu comme Walsh, un peu macho. Là. Et pourtant là, il met un peu en sourdine ce machisme que souvent d'ailleurs, est l'expérience de la guerre, que souvent il arrivait à contrarier, soit en cassant la dramaturgie, soit en prenant le contre-pied de ce qu'on se faisait habituellement. Enfin, c'était quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup exalter. Dès ces films des années 30, hein, dès même ces films muets, il s'attache aux gens qui dégustent, aux gens qui souffrent, aux gens qui subissent les conséquences de la guerre. C'est les anciens soldats de Heroes for Sale, c'est les gamins qui sont abandonnés lors de la crise économique de 29 sur les voies de chemin de fer. Il a une sorte de vision assez âpre, assez dure, assez sociale, ce qui est assez curieux parce que c'était un républicain, et en même temps quelqu'un, je pense, de très anard. C'était pas du tout un républicain comme les républicains de notre époque. C'était, je pense, un des metteurs en scène qui avait le plus grand nombre de conflits avec les dirigeants du studio. C'est bien connu que il s'en vante d'ailleurs dans son très curieux livre de souvenirs, qui est une sorte de divagation sur son lit d'hôpital, dans lequel il parle de très peu de films, finalement. Mais où il raconte que, pour se venger d'un des directeurs de studio, je crois qu'il lui avait déversé une carriole de purin, de fumée, devant sa porte. Ce qui fait qu'évidemment, le contrat avait été un peu rompu. Je crois que c'est sur B.P. Schulberg, je crois qu'il a... Et il s'était frité tellement fort avec Zanuck que quand il se trouve avec les droits de Oxbow Incident, il se dit qu'il n'y a qu'un seul producteur qui aura le courage de faire ce film, c'est Zanuck, donc il y va, malgré. Et il dit, bon, on a un problème tous les deux, mais là, je crois que j'ai un sujet intéressant. Est-ce que tu veux le faire ? Et Zanuck le lit, dit, c'est un sujet formidable, ça ne fera pas un rond, mais si on peut faire le film pour pas cher et que tu fais 2 films ensuite de commande, ça marche. Et c'est comme ça que va se faire L'étrange incident. Donc c'est quelqu'un qui était en conflit avec l'autorité. Mon ami Pierre Rissian me racontait que quand il s'occupait de Willy Boy, il avait organisé une projection de Willy Boy de Polanski pour Wellman.
qui au départ voulait pas venir. C'est un communiste, ça aurait été un film de rouge, oh là là, c'est... Puis quand il voit le film, il sort enthousiaste. Et quand Pierre lui dit que le front office, ou je sais pas, c'était Lew Wasserman, ne croyait pas dans le film, il appelle la secrétaire de Lew Wasserman, qui avait été son ancien agent, il dit « Mais est-ce que vous pouvez dire à ce fils de pute, je dis bien fils de pute, qu'il ne comprend pas qu'il a affaire à un chef-d'œuvre, à un film qui fait tout l'honneur du cinéma américain, etc. et tout. » Et voilà. Ce qui est très intéressant dans Convoi de femmes, c'est la manière dont il traite tous les différents personnages de femmes. Pour une fois, il n'y a pas de blague salace, il n'y a pas de regard condescendant. Il y a vraiment... toutes ces femmes sont filmées, on peut dire, comme le sont les hommes habituellement dans le western. Il n'y a aucune différence. Je pense que Wellman, immédiatement, c'est quelque chose... C'est ce qu'il a voulu imposer. Et c'est ce qui réussit là, tout au long du film. Il n'y a pas de blagues sexistes, de plaisanteries graveleuses, ou même... Il n'y a même aucune trace d'un humour dévalorisant pour les femmes, qu'on trouve souvent dans les westerns. Hein, qui est quand même qu'on trouve tout au long de très très nombreux films. Là, certaines parfois ont peur, commettent des erreurs, mais qui pourraient être commises par des hommes. Il y a le regard est incroyable d'une certaine manière. On pourrait dire, vu toutes les polémiques, que le regard est incroyablement progressiste, hein, et tout à fait. Wellman, alors, sentant que là, c'est un sujet inhabituel, va le traiter de manière inhabituelle. Il a toujours voulu contrecarrer la dramaturgie hollywoodienne. Toujours. Y compris quelquefois dans des films de commande. Par exemple, je me souviens d'un obscur film des années 30 qui n'était pas bon, mais tout d'un coup, la bagarre finale qu'on attendait tout le long du film était totalement ellipsée. On ne la voyait pas. Elle se passait derrière des meubles et on ne voyait jamais ce qui se déroulait vraiment. Elle était entièrement occultée. Il essaye... il y a le plan très célèbre de Oxbow Incident où la tirade... pas la tirade, la lecture de la lettre que fait Fonda, qui est un moment qui doit être bouleversant, est traitée avec est cadrée de manière à ce que le chapeau, là, et un personnage qui se trouve devant Fonda cache à moitié et les yeux de Fonda qu'on ne voit pas. Alors que c'est un moment où on devrait être centré sur le personnage principal. Il est décadré, on ne voit qu'une partie de son visage et on ne voit pas ce qu'il y a de plus important, qui sont ses yeux. Et ça, c'est de manière à ce qu'il n'y ait aucun côté larmoyant dans cette scène, aucune tentative d'émouvoir facilement le spectateur. Et là, on va retrouver des déclinaisons de cette idée tout au long de Convoi de femmes. Quand un homme, un des cow-boys de l'escorte va s'attaquer à une fille, commettre un viol, on va voir ses jambes, ses pieds, et puis on va faire l'ellipse au moment où il va attaquer. Il s'arrête toujours avant. Il y aura un viol, mais qu'on ne nous montre pas. On ne nous montre même pas, la préparation du viol. On voit juste quelqu'un qui sort et qui se fait descendre.
qui est traité, on peut dire là, toutes les gens qui écrivent sur MeToo, hashtag là-dessus, verront dans cette scène un traitement incroyablement... Je crois que le traitement le plus radical que j'ai vu d'un violeur. Ça, c'est incroyable d'ailleurs de voir la scène maintenant en pensant à tout ce qui est en train de se passer, parce que là, la justice est... Et personne ne discute, hein. Personne ne discute cette exécution, hein, qui est vraiment qui est traitée avec une sécheresse, et là non plus sans inserts de balles dans le corps, sans explosion, mais c'est traité en 2 plans avec une rapidité. Qui, à chaque vision, moi, je continue à être surpris. Ça fait quand même la 10e fois, peut-être, que je vois ce film. Alors, le film conjugue aussi deux éléments très, très importants de Wellman. Des recherches esthétiques très fortes, avec un travail sur la photo, le cadre, à la fois dépouillé, mais qui en même temps très présent, les ombres, les lumières, les plans de groupe qui sont souvent plongés, filmés de très très loin. Quand on connaît la lourdeur des caméras de l'époque, on se dit que pour chaque plan, ça devait être un boulot. Et là, c'est vraiment pas un film de feignant sur le plan par rapport aux extérieurs. Et recherche qui culmine dans la longue séquence de poursuite entre Robert Taylor et Denise Darcel, dans un canyon, là, et qui est sans doute la séquence la plus formelle du film. Ou peut-être chaque plan est aussi travaillé qu'un John Ford, avec une utilisation des rochers, des crêtes, des ciels, une caméra souvent très basse, comme ça. Mais alors, ce qui différencie encore Wellman de Ford, c'est que cette séquence qui va rapprocher, sans qu'il y ait beaucoup d'effusion, mais qui va rapprocher Taylor de cette jeune Française qui s'appelle Danon. Hein. Cette séquence donne l'occasion à Wellman d'ellipser le morceau de bravoure que tout le monde attendait. C'est-à-dire l'attaque des Indiens, qu'on nous fait miroiter depuis un bout de temps. Les Indiens apparaissent, à un moment, il y a une poursuite, ils sont là, au-dessus du convoi, de la caravane, mais c'est un rebondissement qu'on n'a pas vu dans beaucoup de westerns. Ils considèrent qu'ils sont en état d'infériorité, que les autres ont plus de fusils et qu'ils ne peuvent pas attaquer, donc ils partent, faisant preuve d'une certaine malignité. Et en menaçant de revenir. Donc, on attend le spectateur des années 50 qui voit ce film. Ça devait être ce que je pensais quand je l'ai découvert la première fois en VF, je crois, au Cinéac italien. C'est qu'on se disait, on va avoir droit à l'attaque des Indiens, les chariots en rond, les gens qui tirent, etc. Eh bien, pas. On n'en voit que la fin. On n'en voit que les conséquences. Et ça, c'est un point très important de Wellman. C'est un des cinéastes qui a mis le plus l'accent sur les conséquences, et souvent en ellipsant l'action. Ce qui comptait pour lui, c'était le résultat. C'était les morts qu'on devait enterrer. D'ailleurs, il va consacrer un temps très important à l'énumération des victimes. Là, en plus, avec cet écho qui renvoie les noms, qui est une séquence tout à fait bouleversante. Et ça, c'est ce qu'on va trouver tout au long de Story of G.I. Joe, où il y a finalement très peu de vraies séquences de guerre, mais par contre, il y a beaucoup de séquences de souffrance, de
aussi de désolation, parce qu'on a perdu un ami, parce que y a quelqu'un qui s'est fait blesser, parce que et c'est vraiment ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que Fuller disait que c'était le plus beau film de guerre jamais fait, et les films de Fuller sont souvent assez différents de ça, sont moins sobres que ça, mais c'est une sobriété, je vous dis, qui insistait beaucoup sur les conséquences. Moi, je trouve que Wellman, dans le cinéma américain, on peut dire un peu avec Ford, avec certains films d'Eastwood, avec peut-être Jacques Becker en France, il y en aurait quelques autres, c'est vraiment, dans ces grands films, puisque, comme tous les grands réalisateurs américain, il a été obligé de faire des films de commande. Dans ces grands films, c'est le cinéaste de la décence ordinaire. Vous savez, l'expression d'Orwell, qui signifiait l'intérêt de la collectivité, la prise en compte du passé, le fait que on pouvait donner sans vouloir obligatoirement recevoir, ces qualités que Orwell jugeait absolument essentielles et qui trouvait beaucoup plus présentes dans les classes populaires que dans les classes politiques. Et vraiment, un film comme Convoi de femmes est un film sur la décence ordinaire, sur un courage, le courage quotidien. Et d'ailleurs, le héros, que joue Taylor, est un personnage qui va faire son apprentissage, qui va devoir se mettre à la hauteur des personnages de femmes, quand même, qu'il regardait de haut au début, et dont il disait qu'il allait les mener au fouet, à la baguette, alors qu'en fait, elles vont lui donner une leçon de solidarité, de force, de fierté, de courage. Voilà. Dernier point, d'abord, outre la très grande abondance des extérieurs, là, il y a peut-être quelques scènes de nuit qui sont tournées en studio, mais dans l'ensemble, le film est très souvent tourné en extérieur, et avec aussi des moments inhabituels qui évoquent presque le cinéma italien, où les femmes vont se laver dans la rivière et où elles mettent leurs pantalons, leurs culottes sèches comme dans Riz amer, pratiquement, hein. Et notamment les énormes culottes de cette actrice stupéfiante que j'adore, moi, qui s'appelle Hope Emerson, qui mesurait, je sais pas, qui mesure 1m90, qui est baraquée, qui à un moment d'ailleurs, qui va vraiment casser la gueule à quelqu'un et qui le fait avec une maestria formidable. C'est une actrice qui a marqué certains films noirs, Hope Emerson, et là, où on lui donnait des personnages méchantes qui foutaient vraiment la trouille, hein. Là, en revanche, c'est un des personnages les plus positifs du film. C'est un personnage chaleureux. Mais c'est une des... Avec un langage un peu de Chartier, parce qu'elle aura été dans la marine, donc elle dit... Bon. Mais le point intéressant dans ce groupe de femmes, c'est que, comme parfois chez Ford, Wellman inclut des étrangers et qui sont complètement acceptés, qui sont repris qui sont inclus dans la collectivité. Je crois que c'est un film où il y a 3 langues, on parle 3 langues. On entend du japonais, on entend de l'italien, il y a une italienne, là, et son personnage est un des plus touchants du film, d'ailleurs. Là.
Et il y a une Française qui, à un moment, parle français. Je dois avouer, je me suis repassé encore 2 fois le truc. J'ai du mal. Alors, il y a des gens qui disent qu'elle le dit très vite parce que la plupart des mots ou des adjectifs ou des épithètes qu'elle emploie n'auraient pas passé la censure. Mais on comprend juste cochon. Elle le traite de cochon. Alors, cette Française, c'est Denise Darcel, qui est une actrice qui a fait quelques films à Hollywood, qui n'était pas une actrice terrible. Et je pense que c'est Wellman qui l'a le mieux utilisé. Il l'a utilisé et dans Convoi de femmes et dans Bastogne. Et dans les 2 fois, il lui donne des personnages tout à fait prolétariens, qui lui vont bien. C'est quelqu'un qui a une santé forte, qui a une nature, qui a des formes généreuses, et le genre de personnage qu'elle joue, ça permet de dissimuler peut-être ses insuffisances en tant qu'actrice. En tous les cas, c'est vraiment peut-être le film où elle est le mieux, Convoi de femmes, parce qu'après, personnellement, moi je la trouve désolante dans un film que pourtant j'adore, qui est Veracruz, où elle est absolument impossible à admettre en comtesse. Même comtesse d'Empire, même quelqu'un, ou alors il faudrait écrire une sorte de scène additionnelle un peu à la Zola, qui montrerait qu'elle est de basse extraction et qu'elle a été une ancienne cocotte, mais tandis qu'on veut nous la faire passer pour une aristocrate, et là on a un mal de chien à croire que Gary Cooper puisse être dupé par ça, ou même que Maximilien puisse être dupé par ça. Mais dans Convoi de femmes, elle est extrêmement bien. Elle est, en tous les cas, elle ne gêne pas le film. Les autres sont elles souvent remarquables. Post-scriptum sur les étrangers. Il y a ce personnage du japonais qui pendant un moment, est le sujet d'une plaisanterie récurrente, genre de gag, mais et qui pourrait être facilement ce cliché qu'on trouve dans pas mal de films américains, c'est-à-dire l'étranger qu'on moque, qu'on ridiculise. Or, même ce personnage va devenir tout d'un coup touchant, sérieux, et Taylor va cesser de le ridiculiser. Et ils ont d'ailleurs une scène où ils se saoulent tous les deux, qui est un des moments tout à fait mémorables de Convoi de femmes. Enfin, on ne peut pas terminer Convoi de femmes sans citer son scénariste, Charles Schnie, qui était, je pense, un scénariste proche de Doré Chary. C'est lui qui va le faire débuter, Doré Chary, et qui va lui donner ses premiers films. Et Chary va collaborer à 3 des westerns essentiels de ces années-là. Je pense que c'est lui qui écrit les dernières versions de Red River, même si l'importance de Borden Chase est grande. Je pense que Charles Schnie, ce sera la personne qui mettra un peu en forme tout ça, qui donnera le sens de son vrai sens au film. C'est lui qui écrit Les Furies, qui est un des westerns un peu oubliés, mais un western majeur de Mann, d'après un livre de Nivenbush, et un film tout à fait passionnant, complexe, avec des rapports assez freudiens, donc scénario de Schnie et Convoi de femmes. 3 titres majeurs. Par ailleurs, c'est lui qui écrira et qui aura un Oscar pour Les Ensorcelés, The Bad and the Beautiful. Il y a
et qui travaillera, Wellman l'aimait beaucoup, et qui travaillera sur ce bizarroïde film de Wellman, qui est The Next Voice You Hear, la voix que vous allez entendre, où Dieu va s'adresser, va parler à la radio, qui est un des films les plus curieux dans le côté politique de cette époque. Alors Schnee était un libéral, c'était quelqu'un de progressiste, c'était quelqu'un donc qui était proche d'Horace Chary, qui va mourir très jeune, il meurt à 47 ans, et il nous laisse quand même toute une série de films importants. Il y a deux Minelli, il y a tous ces plus quelques films noirs qui sont, et notamment un très bon film de tourneur, qui est Easy Living, là, qui est un scénario très littéraire, très adulte, et on retrouve des qualités d'écriture, une attention à des personnages de femmes, à des sentiments un peu inhabituels, aussi bien dans beaucoup de films de Chary et dans Convoi de femmes. Je pense que Convoi de femmes lui doit aussi beaucoup. Il y a eu une vraie entente de Wellman et de Schnee. Et d'ailleurs, c'est un de ces quelques films où il n'y a qu'un scénariste. Hein. On ne fait pas intervenir en sous-main des dizaines de personnes, et qui se passera dans une atmosphère de liberté complète. Les dirigeants de studio n'aimant pas beaucoup aller en extérieur. Voilà. Toutes les cahiers qui font de ce film, je crois, un des grands films de Wellman, qui, contrairement à Au-delà du Missouri, ne sera pas charcuté par le studio, parce que le western qu'il avait fait avant sera remonté de manière honteuse par le studio, et on rêve un jour, de pouvoir voir le vrai montage, sans le commentaire, sans la voix off, le vrai montage de Au-delà du Missouri. Et le remontage de son film m'avait écrit, le fils de Wellman, avait brisé mon père. Ça a brisé et que, heureusement, Convoi de femmes est un film qui a rattrapé cet épisode extrêmement pénible.